Bonjour à tous. Dans les cours précédents, nous avions vu que le cerveau humain contient un réseau particulier, identifiable à la fois par la méthode des lésions, par l'imagerie cérébrale, et qui joue un rôle particulier que nous essaierons de préciser progressivement dans le traitement du langage parlé. Et nous avions vu aujourd'hui que nous avions vu plutôt dans le premier cours que le traitement du langage parlé ne peut être compris que si l'on fait l'hypothèse qu'il y a des arbres derrière la surface de la séquence des mots d'une phrase. Alors aujourd'hui, nous allons examiner l'hypothèse que ce système de traitement du langage tout à fait particulier, avec cette représentation arborescente, existe déjà chez l'enfant et qui constituerait une sorte d'instinct propre à l'espèce humaine. Est-ce qu'on peut dire que l'espèce humaine est dotée d'un instinct pour apprendre sa langue maternelle? Est-ce qu'on peut montrer que ce système de traitement du langage est précocement présent chez l'enfant et qu'il joue ainsi un rôle extrêmement automatique, qu'on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on est exposé à une langue, d'utiliser ce réseau pour la traiter suivant une représentation arborescente? Alors cette idée d'un instinct du langage est assez familière, c'est le titre du livre que je vous recommande de Steve Pinker, qui est extrêmement accessible, L'instinct du langage, The Language Instinct en anglais. Et c'est une expression que l'on peut renvoyer à Darwin, qui discute dans La filiation de l'homme cette idée d'un instinct pour le langage. Alors il est assez clair, il dit le langage n'est certainement pas un instinct dans le sens propre du mot, car tout langage doit être appris. Il diffère beaucoup, cependant, de tous les arts ordinaires en ce que l'homme a une tendance instinctive à parler, comme nous le prouve le babillage des jeunes enfants. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons analyser beaucoup, pas seulement le babillage, mais les productions verbales des jeunes enfants pour examiner leur structure. Aucun enfant n'a une tendance instinctive à brasser, à faire du pain ou à écrire. En outre, aucun philologue n'oserait soutenir aujourd'hui qu'un langage ait été inventé de toutes pièces. Il s'est lentement et inconsciemment développé par de nombreuses étapes. Et Darwin conclut que la capacité de langage est une tendance instinctive à acquérir un art. Autrement dit, c'est l'acquisition du langage qui constitue un instinct. C'est cette extraordinairement rapide faculté d'absorber la langue maternelle. Et pour Chomsky, évidemment, l'acquisition du langage résulte nécessairement de l'interaction entre un système qui est inné, qu'il appelle le Language Acquisition Device, le LAD, et bien entendu un environnement linguistique, dont on verra le rôle crucial dans les premières années de vie. Leuneberg, dans le livre qui a joué un rôle tout à fait fondateur dans ses études, Biological Foundations of Language, en 1967, attire l'attention sur la rapidité avec laquelle le langage se développe. On voit ces courbes ici sur la droite, l'arrivée des premiers mots à la fin de la première année de vie, l'arrivée des groupes de 2 mots, puis des groupes de 5 mots, avec ces courbes tout à fait caractéristiques qui semblent largement universelles à travers les langues. Et il postule qu'il y a une période critique pour la mise en place d'une syntaxe de la langue entre 2 ans et la puberté. Alors effectivement, ces idées vont lancer un programme de recherche majeur en sciences cognitives qui consiste à regarder la cognition du nouveau-né, du jeune enfant, dans le domaine du langage. Et je voudrais résumer très rapidement ce qu'on sait avant de me concentrer plus spécifiquement sur la syntaxe. D'abord, et on en a déjà parlé dans ce cours, très précocement, les enfants reconnaissent ce qu'est une langue et la nature de leur langue maternelle. Des travaux de Jacques Meller avec mon épouse, Ghislaine de Haene-Lamberts, ont montré très tôt que pratiquement dès la naissance, quelques heures après la naissance, les enfants ont déjà une préférence pour leur langue maternelle. Ce qui suppose que probablement ils ont appris soit en quelques heures, ce qui n'est pas impossible, soit peut-être plus plausiblement au cours du dernier trimestre de la grossesse, alors qu'ils peuvent entendre la prosodie de leur langue maternelle in utero et commencer à repérer ce qui constitue des phrases. Et ils ont donc une préférence, une attirance pour la langue maternelle plutôt que pour une langue étrangère, même si c'est le même locuteur qui énonce les 2 langues. La phonologie de la langue, dont on avait parlé dans le premier cours, se stabilise très rapidement. Dans la première année de vie, on va mettre en place un catalogue de ce qui constitue les phonèmes de la langue maternelle, et ce catalogue, pour les voyelles, se met en place vers 6 mois, pour les consonnes, vers 12 mois. Et c'est à ce moment-là qu'on va cesser d'être capable de discriminer des phonèmes qui ne sont pas utilisés dans notre langue. C'est à ce moment-là, par exemple, que les Japonais vont cesser de discriminer le R du L. Par ailleurs, l'apprentissage du lexique commence également dans la première année de vie. Alors c'est très important de comprendre que ce n'est pas parce que l'enfant ne produit pas du langage qu'il n'a pas une représentation linguistique au niveau de la compréhension.
Et des études ont montré que la compréhension des mots les plus fréquents, par exemple biberon, pied, manger, des verbes, des noms, peut être déjà en place dès 6 mois. Si on commence maintenant à s'approcher de la grammaire, eh bien, les travaux d'une chercheuse canadienne, Rushen Shi, montrent que les enfants commencent très vite à repérer les mots grammaticaux et à les utiliser, et à comprendre aussi les morphèmes qui permettent de composer des mots, les morphèmes grammaticaux. Alors, on le sait parce que ces mots grammaticaux ont une fréquence élevée et les enfants ont une capacité particulière de repérer les objets fréquents dans les phrases et de les traiter comme des mots grammaticaux. Ces mots grammaticaux ont aussi une présence particulière aux frontières prosodiques qui sont repérées par les enfants. Et vers 11 mois, Rushen Shi a pu montrer que les enfants qui parlent le français connaissent déjà des déterminants comme le, la, des pronoms comme il, elle, ma, ça, qui sont évidemment des objets très fréquents dans la langue, mais surtout ils vont les utiliser, ils commencent à les utiliser pour repérer d'autres mots. Donc par exemple, ils vont repérer que des déterminants précèdent le nom et que ce qui suit un déterminant comme le ou la, c'est probablement un nom. Par exemple, dans le travail de Shi et Lepage en 2008, un enfant de 8 mois qui entend des suivi d'une séquence de phonèmes, des preuves par exemple, ou des, ça peut être un pseudomot, hein, eh bien il va segmenter le mot qui suit, alors qu'il ne le fait pas s'il entend qu'est, qui n'est pas un petit mot grammatical en français. Donc l'enfant à cet âge a déjà repéré qu'il y a des mots grammaticaux comme des qui jouent un rôle particulier. À 11 mois également, Markey et Shi montrent que lorsqu'un enfant est habitué à entendre ce qui peut être considéré comme une racine, trid, eh bien, il va généraliser son habituation à des phrases qui contiennent tridé, voilà, qui pourrait être une conjugaison, si vous voulez, de ce mot. Comme maman a tridé les poèmes, par exemple. Même si ça n'est pas un mot, ça peut être une conjugaison possible d'un mot qu'on ne connaît pas encore. Et l'enfant ne va pas réagir à des situations similaires où il entend tridou, où ou ne peut pas être un morphème grammatical en français. Donc à cet âge, déjà, l'enfant est en train d'internaliser la combinatoire de sa langue maternelle, la morphosyntaxe commence à se mettre en place, et sur la base de statistiques vraisemblablement, et notamment du fait de repérer ce qui constitue des éléments fréquents et leur position à l'intérieur d'une structure prosodique. Anne Christophe était venue nous parler de ces phénomènes il y a 2 ans, et je vous réfère à son exposé qui est toujours disponible sur le site du Collège de France. Alors, sur le plan de la grammaire à proprement parler, de la syntaxe, je voudrais faire référence à des travaux un petit peu anciens mais qui sont absolument remarquables, d'Amy Peirce et collaborateurs, Desprez et Peirce, qui montrent ce qui se passe avec la négation. C'est un phénomène extrêmement simple et je trouve qu'il illustre bien le fait que les enfants ont déjà des compétences particulières. Ces auteurs ont recueilli les productions spontanées de jeunes enfants français, en commençant le plus tôt vers 20 mois, et les enfants produisent des constructions à cet âge de 2 ou plusieurs mots. Et ils observent le phénomène suivant. On peut observer des productions du type « pas manger la poupée »,« pas tomber bébé »,« pas casser »,« pas attraper une fleur »,« pas chercher les voitures »,« pas rouler en vélo ». Et puis d'autres types de phrases. Vous voyez, dans toutes ces phrases ici, le verbe est à l'infinitif. Et puis d'autres phrases dans lesquelles le verbe va être conjugué. Alors, pas de ci et pas là, veut pas Lolo, marche pas, me plaît pas monsieur là, est pas mort, trouve pas. Bon, ce sont des situations tout à fait familières et on ne se rend pas compte qu'elles cachent une structure particulière. Je ne sais pas si vous avez repéré la structure. La structure, c'est que la négation « pas » vient avant le verbe quand il est à l'infinitif et vient après le verbe quand il est conjugué. Et c'est une régularité extrêmement forte, puisque les auteurs compilent des statistiques sur ces productions. Et vous voyez que si la table de contingence est extrêmement claire, c'est pratiquement systématiquement le cas. De très rares exceptions près qui sont peut-être mal comprises par l'expérimentateur. Donc, une très forte régularité statistique dans les premières productions des enfants. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que les linguistes utilisent ce type de régularité pour comprendre les arborescences qui sous-tendent le langage. Alors, un tout petit aperçu des structures linguistiques qui sont postulées par la linguistique actuelle pour comprendre une phrase avec un adverbe ou avec une négation. Si on part de la phrase « Jean a souvent critiqué Pierre », qui est toute simple en français, eh bien, voilà l'arbre qui est postulé actuellement pour rendre compte d'une telle structure. Vous voyez qu'il y a un sujet, et qu'il y a un objet, qu'il y a un verbe, et il y a un élément T qui est marqué ici, qui fait le lien entre le sujet et la phrase verbale. Cet élément T, c'est un nœud
qu'on appelle de temps verbal, tense en anglais. Dans d'autres notations de la syntaxe, on appelle ce nœud I pour inflexion, peu importe, au moins pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ce qui est important de comprendre, donc, c'est que derrière la structure apparemment linéaire de cette phrase, Jean a souvent critiqué Pierre, il y a un arbre formé de nœuds binaires, formé d'une série d'opérations de merge, comme le postule Noam Chomsky dans le programme minimaliste. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de postuler une structure aussi complexe? Eh bien, parce que dans une phrase comme Jean a souvent critiqué Pierre, il y a un élément A qu'on appelle auxiliaire, qui semble porter la marque du temps verbal, qui nous dit que c'est une phrase au passé. Et si vous regardez d'autres phrases en français, vous observez des phénomènes extrêmement intéressants. Par exemple, si c'est au présent, vous allez voir que cette fois-ci, le verbe est devant l'adverbe souvent. Jean critique souvent Pierre. On ne peut pas dire Jean souvent critique Pierre. On dirait que le verbe s'est déplacé ou que l'adverbe s'est déplacé. Si on regarde d'autres phrases avec une négation, on constate que la négation se comporte de la même manière. Lorsque le verbe est au présent, il va se trouver devant la négation. Si on laisse tomber le nœud, qui est un phénomène compliqué, mais vous savez qu'en français courant, on peut laisser tomber le nœud. Donc Jean critique pas Pierre. Jean n'a pas critiqué Pierre. Ces phénomènes, ainsi que ce qui se passe avec les infinitifs, pas critiquer Pierre, peuvent intégralement être expliqués par la structure arborescence qui est montrée ici au-dessus. Et que le nœud du temps peut être réalisé soit par un auxiliaire, auquel cas il reste à sa place, et on va avoir une structure comme Jean a souvent critiqué Pierre, qui reflète la structure arborescente directement, mais parfois le nœud du temps verbal ne va pas être réalisé par un morphème libre, qui se traduit par un auxiliaire, mais va être réalisé par un morphème qui est lié au verbe, qui ne peut pas rester tout seul. C'est le cas par exemple pour le futur, Jean critiquera Pierre. Et c'est le cas pour le présent, bien que ce soit caché ici, mais Jean critique Pierre contient un morphème qui indique que c'est le présent. Et bien dans ce cas-là, le français déplace le verbe à l'endroit où se trouve le nœud T. Et c'est pour ça que le verbe, c'est ce qu'on appelle un mouvement verbal, donc les deux opérations fondamentales de la linguistique contemporaine, merge qui crée ces arbres binaires, unification, donc sous forme d'arbres binaires, et puis déplacement qui permet de prendre des objets et de les déplacer. Et ici, les linguistes postulent qu'il y a un déplacement du verbe qui explique qu'on se retrouve avec Jean critique souvent Pierre et non pas avec Jean souvent critique Pierre. Bon, toute cette construction peut paraître extrêmement arbitraire et complexe, mais elle explique d'abord pourquoi la négation se trouve tantôt devant et tantôt derrière le verbe, et surtout, elle explique de façon extrêmement minimaliste la différence avec l'anglais. L'anglais va avoir exactement la même structure interne, simplement, au lieu d'avoir le verbe qui se déplace vers le nœud T, on va avoir l'information portée par le nœud T qui va se déplacer vers le verbe s'il n'y a pas d'auxiliaire. Et donc, on va se retrouver avec des phrases qui sont parfois très similaires à celles du français. John has often criticized Peter. Mais on va avoir également John often criticizes Peter. Et là, on voit que la structure est distincte de celle du français. L'adverbe va se retrouver devant le verbe conjugué lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire. Et je vous renvoie au livre de Liliane Hagemann, qui est extraordinairement bien fait, Thinking Syntactically, qui est un livre qui explique tous ces phénomènes. Beaucoup d'autres, par exemple les questions, la formation des questions en anglais va faire appel à un auxiliaire, do not criticize, did you criticize, and so on and so forth. Donc, très rapidement, les données de Després et Peirce suggèrent que ces arborescences sont déjà en place dans le cerveau de l'enfant de 20 mois qui commence à produire des négations coordonnées convenablement avec des verbes à l'infinitif ou des verbes conjugués. Vous voyez que pour rendre compte des données de Després et Peirce, on est obligé de postuler d'abord que l'enfant fait la différence entre des verbes à l'infinitif et des verbes conjugués, donc il a quelque chose comme le temps verbal, ce nœud de tense, et qu'il a aussi cette capacité de déplacer le verbe convenablement à l'intérieur de cette architecture. Il est très difficile de rendre compte de ces données autrement, et par contre, ça découle immédiatement d'une compréhension fine des arborescences derrière la grammaire du français. Alors, on voit que la production des enfants n'est pas parfaite non plus. En français, on ne peut pas dire « mange pas, papa ». Donc, il y a quelque chose de différent, évidemment, dans la grammaire de l'enfant. Mais les objets de base sont déjà les mêmes. Alors, si on regarde un petit peu plus près, eh bien, on voit des phénomènes extrêmement intéressants. Et toujours donc dans la thèse de Amy Peirce en 89, j'ai trouvé ces exemples. Vous trouvez des productions dans lesquelles il n'y a pas de sujet, qui n'est évidemment pas possible en français, mais vous savez que c'est un phénomène très universel. Il existe des langues dans lesquelles on peut laisser tomber le sujet, comme en italien, par exemple, ce qu'on appelle le paramètre du sujet nul. Donc on va voir « va chercher l'auto »,« veut donner poupée miam miam »,« bois café »,« fait un autre »,« est tombé »,« porte un camion », voilà. Dans toutes ces phrases, vous voyez que le sujet a été laissé tomber et pourtant nous avons une phrase conjuguée qui est marquée donc ici plus finite.
Vous avez un verbe conjugué plutôt. Vous avez d'autres exemples dans lesquels, par exemple, vous avez voir l'auto papa, donc un verbe à l'infinitif, écrire, sortir là, chercher un autre, emmener l'autre, vider la terre au camion. Toutes ces productions des jeunes enfants ont une infinitive, pas de sujet. Vous avez un troisième exemple en haut à droite qui est des phrases, ce sont des phrases dans lesquelles il y a un sujet avec un pronom et il y a un verbe conjugué. Vous avez il n'est pas là, et je veux, elle dort, c'est tartine, on marche à l'école, elle tombe. Et toutes ces phrases sont bien formées dans la mesure où il y a un pronom sujet et du coup un verbe conjugué. Et alors là, Després et Peirce font une observation intéressante. Il n'y a pas dans tout ce corpus de phrases dans lesquelles le pronom est présent mais le verbe est à l'infinitif. Donc on ne trouve jamais « je cherchais l'auto »,« il voir un camion »,« je sortir »,« elle dormir »,« il vider la terre », « ça être là », ça n'existe pas dans le corpus qui est observé. Et la statistique est extrêmement claire. Vous voyez que c'est plusieurs centaines de productions enfantines qui sont étudiées ici. C'est toujours le cas que s'il y a un pronom, à ce moment-là, le verbe va être conjugué. Alors encore une régularité qu'il faut bien expliquer, hein, c'est vraiment ça l'objet de cette étude de la linguistique développementale. Et Luigi Rizzi, à l'époque, fait l'hypothèse très intéressante que les productions des enfants par rapport à celles de l'adulte correspondent à des structures tronquées. Je vous explique tout de suite le phénomène. Vous voyez que la structure d'une phrase en français, comme on l'a dit normalement, elle démarre tout en haut. On ne peut pas faire une phrase en français sans énoncer un sujet, une notion de temps et une action, un verbe. Eh bien, l'hypothèse, c'est que l'enfant, contrairement à l'adulte, peut démarrer sa phrase, si l'on peut dire, à n'importe quel niveau de la hiérarchie syntaxique. Et donc, il peut démarrer à chacun de ces nœuds, et le fait de démarrer à chacun de ces nœuds va donner, en fait, exactement les structures qui sont observées. Soit un sujet plus un verbe conjugué, que ça va donner « elle dort pas, elle porte un camion », etc., suivant la complexité de ce qui suit. On peut commencer au niveau du nœud T, du nœud de temps verbal, et on va se retrouver à ce moment-là avec un verbe conjugué, dort pas, dort, porte un camion, etc. Ou bien on peut démarrer un peu plus bas dans la structure et on va se retrouver avec un verbe à l'infinitif, sans cette information de temps verbal, et on va se retrouver avec dormir, porter un camion, pas dormir, vite partir éventuellement, avec l'adverbe ou la négation qui vont être placés au bon endroit, mais sans le sujet. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'à nouveau, ça suggère que l'enfant a des structures tout à fait complexes dans la tête. Il n'a pas forcément la grammaire finale, mais il a déjà, quelque part, stabilisé des paramètres binaires qui sont les mêmes que ceux qui sont nécessaires pour rendre compte des variations entre les langues chez l'adulte. Il stabilise certains paramètres pour rendre compte d'une langue donnée. Donc, on explique que jamais on ne peut avoir un sujet ici en début de phrase. Si on avait un sujet en début de phrase, ça veut dire qu'on a démarré tout en haut de la structure, puisque le sujet est ici, donc on a dû démarrer à ce niveau ici, on suit cet arbre, et à ce moment-là, il n'est pas possible de ne pas parcourir cet arbre en sautant le nœud T, et dans ce cas-là, on a forcément un verbe qui va être conjugué avec toutes les propriétés qu'on a données auparavant sur le placement de l'adverbe ou de la négation. Bon, je simplifie un petit peu, hein, il y a des différences entre adverbe et négation, par exemple, mais grosso modo, la négation et l'adverbe, pour ce qui est du français, se comportent un petit peu de la même manière, et donc voilà comment on peut expliquer très rapidement les phénomènes qui sont identifiés chez l'enfant. Beaucoup d'autres phénomènes d'apprentissage du langage, beaucoup plus sophistiqués, tombent dans cette escarcelle. Je voudrais juste vous en montrer un, et c'est intéressant, c'est un article qui est paru la semaine dernière dans PNAS, donc c'est vraiment tout nouveau. Et c'est un exemple extrêmement frappant parce qu'il montre qu'il faut vraiment creuser derrière la surface des choses pour voir la géométrie des arbres syntaxiques et pour voir le cerveau travailler avec ces arbres syntaxiques. Alors, c'est un travail qui porte sur le coréen. Alors, je viens de vous dire que le français et l'anglais diffèrent du point de vue qui nous intéresse minimalement sur un paramètre qui est donc le mouvement, soit dans le sens du verbe qui se déplace pour rejoindre le nœud de temps verbal, soit inversement l'information sur le temps verbal qui se déplace vers le verbe. Eh bien, dans le coréen, les choses sont un petit peu différentes de la manière suivante. Le coréen est une langue dans laquelle le paramètre de direction de la tête est différent. Si vous regardez ces arbres, ici, vous allez voir que la plupart d'entre eux sont tournés dans l'autre sens. Je vous avais dit dans le premier cours qu'il faut considérer ces arbres syntaxiques comme des mobiles qui peuvent tourner, qui sont en quelque sorte indépendants de l'ordre dans la tête des sujets. Et au moment d'énoncer la phrase, eh bien, il y a un paramètre d'ordre de la tête qui détermine si on va prononcer plutôt comme le français, Jean critique souvent lit, ou bien plutôt comme le coréen, Kim souvent lit critique.
Kim critique souvent Lee, Kim souvent Lee critique. Vous voyez que pour rendre compte de l'ordre des mots en coréen, il faut supposer que les têtes ici de chacun des syntagmes se sont tournées dans le sens inverse et sont énoncées donc en dernier plutôt qu'en premier à l'intérieur de ces structures. Alors, ça pose un problème intéressant parce que du coup, avec cette géométrie d'arbre, eh bien, le nœud de temps verbal est ici, il est à côté, si l'on peut dire, dans la structure linéaire, du nœud du verbe lui-même. Et ça signifie que, du point de vue de la surface, on ne peut pas faire la différence entre une situation qui serait plutôt comme celle du français ou une situation qui serait plutôt comme celle de l'anglais. On ne peut pas savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais si les linguistes ont raison, il existe vraiment un tel paramètre dans la tête des enfants. Les enfants doivent décider s'ils sont plutôt dans la situation du français ou s'ils sont plutôt dans la situation de l'anglais. Ils ont un vrai problème, les enfants coréens, si l'on peut dire, parce que pour déterminer quelle est la valeur du paramètre qui est utilisé en coréen, eh bien, ils disposent d'extrêmement peu de données. La surface des phrases, y compris le placement de l'adverbe, qui est tellement caractéristique ici pour l'anglais, ou pour le français, hein, c'est ça qui permet très rapidement aux enfants de savoir quelle est la bonne valeur du paramètre, ça et la négation. Eh bien, en coréen, ça n'est absolument pas diagnostique, et les enfants coréens ne peuvent pas savoir si leur langue coréenne est plutôt comme celle du français ou plutôt comme celle de l'anglais. Alors, on peut considérer que c'est immatériel, et ça l'est effectivement. Le fait de ne pas savoir quelle est la bonne valeur du paramètre n'empêche pas de parler coréen. Hein. On peut tout à fait parler parfaitement coréen sans avoir la bonne valeur du paramètre. Mais si les linguistes ont raison, quelque part dans cette espèce de structure cristalline, dans cette espèce de chimie interne de la syntaxe, eh bien, il y a une décision qui doit être prise. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, les linguistes donc, disent qu'il doit y avoir deux grammaires possibles, deux coréens possibles, et ils ont exactement le même problème que l'enfant. C'est amusant comme situation. Les linguistes essayent de déterminer quelle est la grammaire du coréen, mais doivent essayer de trouver des tests diagnostiques. Alors, dans l'article qui nous intéresse, les linguistes trouvent un test diagnostique. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment un petit peu complexe là, mais je vais juste vous laisser imaginer un petit peu comment ça fonctionne. Il faut présenter à l'enfant des phrases, ou à l'adulte, des phrases du type, en anglais, « Cookie Monster didn't eat every cookie », qui en coréen donnerait, je ne vais pas essayer de prononcer le coréen, mais quelque chose comme « Cookie Monster, every cookie not eat ». Avec toutes sortes de phénomènes plus compliqués ici. Alors au-dessus, vous voyez la structure linguistique qui doit être postulée pour rendre compte de ce type de phrase. C'est vraiment assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un mouvement de l'objet qui existe ici. Il y a aussi le fait que la négation fonctionne comme un clitique en coréen et donc reste attaché au verbe, et donc c'est l'ensemble qui va se déplacer. Mais juste pour vous donner une idée, donc, dans ce type de phrase, on peut commencer à avoir un test diagnostique. Est-ce que l'objet est au-dessus de la négation ici, ou bien si vraiment cet objet verbal se déplace vers le nœud de temps verbal, est-ce que l'ensemble devient au-dessus de l'objet? Alors comment est-ce qu'on peut savoir si, à l'intérieur d'une structure interne cachée, un syntagme est au-dessus d'un autre? Eh bien, ici, on peut le savoir parce qu'il y a un quantifieur et une négation. Et il y a deux interprétations possibles de la phrase. Je ne sais pas si ça vous a frappé en l'écoutant en anglais. On peut interpréter la phrase en pensant que la négation est au-dessus du quantifieur, ou au contraire que le quantifieur est au-dessus de la négation. Donc, si je vous montre le Cookie Monster en train de manger des cookies, et imaginez que soit il a 3 cookies devant lui, il en mange 2, ou bien il a 3 cookies devant lui, il les mange tous. Eh bien, suivant l'interprétation que vous faites de la phrase en anglais, vous pouvez accepter ou pas cette phrase comme décrivant la situation en question. Pour bien comprendre cette ambiguïté, c'est subtil, hein, mais vous pouvez comprendre que c'est soit pas tous les cookies, donc s'il a mangé quelques cookies, ça va, ou bien c'est tous les cookies n'ont pas été mangés. Autrement dit, s'il en mange un, ça n'est déjà plus vrai. Donc c'est subtil, hein, mais si on pose la question à un locuteur du coréen dans ce type de situation, c'est un test diagnostique qui permet de savoir si dans sa tête, il interprète la négation comme étant au-dessus du quantifieur ou le quantifieur comme étant au-dessus de la négation. Et ceci va nous permettre de savoir s'il déplace le verbe vers le nœud T ou le nœud T vers le verbe, s'il est plutôt comme le français ou s'il est plutôt comme l'anglais.
Donc, une grande construction théorique. Hein. Bon, je ne m'attarderai pas sur cette construction théorique, mais je voudrais vous montrer les phénomènes empiriques qui, eux, sont tout à fait remarquables. Donc d'abord, il faut savoir que malgré toute cette subtilité théorique, les linguistes avaient appliqué ce type de test et d'autres aux Coréens et n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Ils n'arrivaient pas à savoir si le coréen était plutôt comme le français ou plutôt comme l'anglais. Et le nouvel article résout complètement ce problème. D'abord, il montre qu'effectivement, les locuteurs ne sont pas d'accord entre eux. Donc vous pouvez prendre une personne A et une personne B qui parlent le coréen, vous leur présentez la phrase « Cookie Monster didn't eat every cookie » et ils ne sont pas d'accord sur ce que ça veut dire. Certains acceptent et d'autres refusent l'interprétation en question. Mais, et c'est là que les données sont extrêmement intéressantes, la distribution des réponses est bimodale. C'est-à-dire qu'un locuteur donné, si vous le testez plusieurs fois, si vous le testez dans plusieurs contextes, avec plusieurs constructions grammaticales, même à 1 mois d'intervalle, il donne toujours les mêmes réponses. Et donc vous obtenez chez les adultes coréens une distribution bimodale. Certains interprètent la phrase d'une manière, d'autres interprètent la phrase d'une autre manière, mais on ne trouve pas de personnes qui sont entre les deux, ou très peu. Voyez, peu de personnes ambivalentes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose chez les enfants. Ils ont aussi une distribution bimodale, à la limite encore plus bimodale. Alors c'est des enfants de 4 ans ici, hein, donc très tôt. Ils ont donc quelque part un paramètre binaire dans la tête, mais comme les données qu'ils reçoivent du coréen sont extrêmement ambiguës, eh bien ils ne savent pas comment stabiliser leurs paramètres, mais ce que montrent ces données, c'est qu'ils doivent choisir. Quelque chose dans la tête de ces enfants choisit entre l'interprétation le coréen est plutôt comme le français ou l'interprétation le coréen est plutôt comme l'anglais. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le paramètre qui est stabilisé par un enfant et le paramètre qu'utilisent ses parents. Voilà. Il y a une corrélation ici sur la droite entre les réponses d'un individu donné à 2 tests différents. Il y a 2 formes de négation en coréen qui sont utilisées ici et les sujets font la même réponse dans les 2 cas. Par contre, il n'y a pas de corrélation entre les réponses des parents et les réponses des enfants sur ces tests. Donc, il semble bien que ça ne soit pas une transmission par l'environnement linguistique d'une valeur particulière qui soit apprise par l'enfant. La bonne manière de voir ces données, c'est plutôt de parler de sources endogènes, c'est dans le titre de l'article ici, de variations dans l'acquisition du langage. Il y a quelque chose dans la tête de l'enfant qui le force à basculer dans l'interprétation A ou dans l'interprétation B. Et même si les données sont manquantes, eh bien, ce que suggère cet article, c'est qu'on bascule quand même. On a une structure qui est quasiment cristalline dans laquelle on a une option binaire et il faut la prendre. Et si les données sont manquantes, eh bien, on va le faire au hasard. On va avoir des locuteurs qui, sans s'en rendre compte, à l'intérieur d'une même langue, ont en fait choisi des paramètres légèrement différents. Mais évidemment, à l'intérieur d'une langue comme le français ou comme l'anglais, ça va avoir des conséquences tout à fait visibles et dans ce cas, l'enfant pourra tout à fait stabiliser ce paramètre. Vous voyez que cette théorie linguistique, c'est purement comportemental, purement observationnel, mais il y a quand même des observations d'une force remarquable et qui ne sont pas du tout évidentes à comprendre quand on voit un enfant de 20 mois commencer ses premiers mots, ses premières constructions et tout de suite d'emblée avoir des régularités aussi fortes. On est obligé de postuler que dans la tête, il y a des objets d'une nature tout à fait particulière. Alors, est-ce qu'on peut le montrer plus directement avec l'imagerie cérébrale ? Eh bien, il commence à avoir des données, et notamment le travail d'Anne Christophe, ici, à l'École normale supérieure, avec Ghislaine de Anne-Lambert, montre qu'on peut trouver des marqueurs cérébraux de la syntaxe dès l'âge de 2 ans, ou même avant. Le travail avait été présenté ici au Collège de France, je vous le rappelle. Des enfants de 24 mois écoutent une histoire dans laquelle on fait intervenir certains noms et certains verbes. On va dire par exemple sur ma table, je vois une girafe, et le mot girafe va revenir fréquemment. Je vois une girafe qui va à l'école. Elle regarde la poule, et regarde, le verbe regarder va intervenir plusieurs fois dans l'énoncé qu'on donne aux enfants. Et puis ensuite, on va introduire des tests. Et ces tests vont être de la forme suivante. La poule la regarde aussi. Pourtant, elle la girafe très vite. Vous voyez que dans le premier cas, c'est correct. Dans le deuxième cas, il y a une anomalie syntaxique qu'un adulte locuteur du français repère immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est une situation extrêmement intéressante puisqu'on présente la mange, la fraise, la mange, la fraise, la girafe, dans des contextes où cette construction à 2 mots peut être syntaxiquement correcte ou syntaxiquement anormale. Voyez, si je dis « la fille prend la mange »,
le verbe se situe dans un endroit où cette construction est incorrecte. Ou si je dis « il la fraise », le nom se situe à un endroit où on attendrait un verbe. Alors que si je dis « elle la mange » ou « la poule prend la fraise », la même série de deux mots devient syntaxiquement correcte. On va regarder donc si le cerveau de l'enfant détecte ce type d'anomalie. Est-ce qu'il est capable de voir qu'il y a un objet nom ou un objet verbe qui n'est pas placé au bon endroit. Et ce qui est intéressant ici dans ce test, c'est que la séquence superficielle de deux mots, elle, est parfaitement normale. Et on peut tout à fait l'entendre en français. Et en fait, c'est la même, c'est la beauté, je suppose, de ce dessin expérimental, c'est vraiment la même séquence de deux mots. On enregistre les potentiels évoqués du cerveau des jeunes enfants à la même séquence de deux mots dans un contexte où ça peut être grammatical ou pas. Alors l'enregistrement des potentiels évoqués montre que les enfants de 24 mois ont déjà des réponses rapides aux violations syntaxiques. Et c'est intéressant de voir que ces réponses sont latéralisées à l'hémisphère gauche, ici, très fortement. Si on essaye de reconstruire les sources de ces effets, vous voyez qu'on observe un effet à la fois pour les noms et pour les verbes, à peu près dans les mêmes régions. La localisation de source suggère que ces réponses viennent nettement de l'hémisphère gauche, peut-être des régions temporales de l'hémisphère gauche dans les deux cas, et peut-être avec une prépondérance d'activation du gyrus frontal inférieur gauche, ou en tout cas de la région préfrontale gauche, lors du traitement des verbes. Bon, ces informations de localisation sont toujours à prendre avec des pincettes, parce que c'est très difficile de remonter aux sources lorsqu'on a un enregistrement de potentiel évoqué. Néanmoins, ces résultats sont quand même très frappants. Ils montrent qu'à 24 mois, la notion de nom et de verbe semble déjà en place. Dans cette expérience, ce sont pour des noms et des verbes qui sont connus de l'enfant, ou probablement, en tout cas qui existent en français, comme girafe ou poule ou regarder. Mais dans des expériences plus récentes, les mêmes auteurs montrent que ce phénomène existe avec des pseudomots. Donc vous pouvez présenter des mots complètement nouveaux que l'enfant n'a jamais entendus, puisque c'est vous qui les inventez. Une petite histoire de quelques minutes suffit à mettre en place dans la tête de l'enfant la notion que telle séquence de syllabes est un nom et que telle autre est un verbe, parce qu'il l'a entendu dans un contexte de nom, un contexte de verbe. Je peux dire « je vois une giracou » et « giracou » devient d'un seul coup un nom. Eh bien, quelques minutes suffisent pour que l'enfant généralise ce type de détection de violation à des pseudomots complètement nouveaux qu'il vient d'entendre. Et ce phénomène semble survenir dans les nouvelles expériences dès 18 mois. Vous savez qu'à 18 mois, l'enfant est capable de suivre des constructions arborescentes et d'attribuer une étiquette catégorielle, nom ou verbe, à des mots nouveaux. Tout ceci suggère qu'il y a effectivement un système d'acquisition du langage qui se met en place rapidement. Mais est-ce qu'on peut le voir dès le départ? Est-ce que le réseau du langage qui a été identifié chez l'adulte est déjà là chez le jeune enfant? Alors c'est là que nos travaux au laboratoire sont intervenus. C'est mon époux, Ghislaine Dehaene-Lambers, dans son équipe, qui est capable de faire ces images du cerveau du très jeune enfant. Et en 2002, on a été les premiers à montrer que lors de l'écoute du langage, il y avait un réseau particulier qui s'activait chez les petits bébés. Ce sont des expériences un petit peu héroïques. Hein. Vous voyez ici le dispositif que nous avons utilisé avec ce petit bébé cosmonaute qui est prêt à rentrer dans l'IRM. C'est une situation évidemment dans laquelle il convient de protéger l'enfant de toute interférence possible hein, et qu'il soit tout à fait en sécurité. Donc il est ici protégé dans un siège particulier qui est conçu pour rentrer dans l'IRM. Il est protégé du bruit par ce casque anti-bruit que vous voyez et c'est par ce casque qu'on lui présente des stimuli de sa langue maternelle. Et on a pu scanner des enfants éveillés qui n'étaient pas spécialement médiqués ou quoi que ce soit. Certains s'endormaient dans l'IRM, mais beaucoup restaient éveillés. Et ce travail avait montré donc que dès 3 mois, 2 ou 3 mois de vie, lorsqu'on scanne ces enfants, eh bien, si on leur fait écouter des phrases dans leur langue maternelle, ils vont activer ce réseau de l'hémisphère gauche qui implique la région temporale supérieure jusqu'au planum temporale, ici à l'arrière de la région temporale, et un petit peu d'activation dans la région de Broca, dans la région frontale inférieure gauche, où nous avons pu montrer à l'époque dans ce papier de Science que la réponse du planum temporale est déjà asymétrique en faveur de l'hémisphère gauche, et on sait maintenant que essentiellement la totalité de ce réseau est significativement asymétrique. Dans un deuxième travail dans PNAS, Ghislaine avait pu montrer qu'on peut répliquer l'activation de ce réseau même si on présente une seule phrase. Dans le premier travail, c'était des groupes de phrases. Ici, c'est une seule phrase. Et on peut suivre le décours temporel de l'activation de ce réseau. Et vous voyez qu'on retrouve tout ce réseau temporal et une très nette activation
de la région de Broca. Alors à l'époque, beaucoup de gens pensaient que le cortex frontal du bébé était trop immature et qu'il fallait attendre peut-être plusieurs dizaines de mois pour qu'il soit capable de répondre. On pensait que c'était vers 8 ou 10 mois que se mettait en place l'organisation d'une réponse frontale. On voit ici que ce n'est pas du tout le cas. Ce réseau n'est probablement pas myélinisé convenablement, il est lent, mais il répond. Et on avait même observé dans ce travail un effet de mémoire. Si on répète 2 fois la même phrase, un intervalle de 14 secondes, eh bien la réponse à la deuxième phrase est plus intense dans la région de Broca, comme s'il y avait donc un effet de mémoire, une reconnaissance que c'est la même phrase qui a été présentée, et peut-être déjà donc le long de tout ce réseau, qui est le même que celui de l'adulte, le début d'un traitement linguistique. Troisième travail, en 2010, a montré que ces effets sont en partie spécifiques du langage. Et notamment dans le planum temporale, vous avez une réponse très nettement asymétrique, vous voyez, en faveur de l'hémisphère gauche pour la présentation de langage. Vous n'avez pas cette asymétrie lorsque le bébé entend de la musique, en l'occurrence des phrases, si l'on peut dire, de Mozart, des phrases musicales de Mozart. Et on voit aussi dans ce travail que la langue maternelle et la voix maternelle jouent un rôle tout à fait particulier. Donc lorsque le bébé entend la voix de sa mère, cette asymétrie est encore plus grande. Il y a vraiment une réponse tout à fait nette ici qui montre qu'une voix familière, et celle de la mère en particulier, peuvent jouer un rôle primordial pour activer ces réseaux du langage. Donc tout à fait clair, dès le départ, peut-être dès la naissance, le traitement du langage fait appel aux régions similaires à celles de l'adulte. Ces travaux précoces ont été répliqués récemment. Il y a un article en 2014 du groupe de Pelfrey qui fait à nouveau l'imagerie des très jeunes enfants, juste après la naissance et dans les premiers mois de vie. Et il montre très clairement un réseau qui est, comme on l'avait montré, latéralisé à l'hémisphère gauche. Vous voyez, ici, la convention, c'est que l'hémisphère gauche est présenté sur la droite. Mais vous voyez que les activations sont très claires. La région frontale inférieure répond. Et ces réponses sont spécifiques de la parole qui est présenté ici, par rapport à d'autres conditions comme des vocalisations humaines communicatives mais non linguistiques. Par exemple, ça peut être un rire ou ça peut être un hum, donc des choses comme ça. Des vocalisations humaines non communicatives, par exemple une toux, des vocalisations de singe macaque ou le bruit d'une personne qui marche. Tous ces bruits biologiques ne vont pas activer le réseau linguistique de la même manière que le fait le langage. Il y a donc une spécificité particulière pour le langage. Et ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il y a une corrélation avec l'âge des enfants. Donc cette spécificité semble augmenter rapidement dans les premiers mois de vie. Vous voyez qu'ici, c'est l'âge en mois. Et on voit augmenter légèrement les réponses à la parole et surtout diminuer nettement les réponses aux stimuli qui ne sont pas de la parole. Bon, c'est une analyse statistique qui ne marche que lorsqu'on met ensemble tous les voxels de l'hémisphère gauche qui répondent au langage, donc c'est un petit peu biaisé si l'on peut dire, il faudrait le faire région par région, mais ça suggère quand même qu'il y a une spécificité qui se met en place extrêmement rapidement. Dès les premiers mois de vie, l'enfant canalise les informations sur le langage vers un réseau particulier. Je vous remets cette diapo simplement pour vous rappeler les cours précédents sur le bébé statisticien. Et, les travaux suggèrent qu'en fait, même avant la naissance, il y a déjà un traitement qui se met en place. Ici, c'est chez le bébé prématuré, vers 6 mois et demi de gestation. On a des réponses particulières à la discrimination des phonèmes. Je vous avais présenté ce travail en détail les années précédentes, mais ça veut dire qu'en fait, très précocement, avant même que l'ensemble du cortex soit formé, alors que les neurones sont encore en train de migrer, eh bien, le réseau du très jeune bébé ici est déjà en train de s'accorder à la discrimination des objets qui vont être clés pour la langue maternelle, c'est-à-dire les phonèmes. Et on observe des réponses différentes et souvent moins fortes pour la discrimination des voix. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans le traitement de la phonologie de la langue à cet âge-là. Et tout ceci s'appuie évidemment sur un réseau anatomique qui commence à être bien identifié. J'en parlerai dans le cours suivant, mais on peut montrer qu'il y a déjà des asymétries cérébrales chez les jeunes enfants en faveur en tout cas dans les régions temporales et qui peuvent expliquer la spécialisation du lobe temporal gauche pour le langage. Donc ici, dans les travaux de Jessica Dubois, vous voyez que si on regarde au cours du dernier trimestre de gestation, mais chez des enfants prématurés, donc on peut faire une imagerie cérébrale de très belle qualité ici, eh bien vous voyez qu'il y a une formation asymétrique des sillons.
l'hémisphère droit se plisse avant le gauche. Vous voyez que beaucoup de sillons ici sont présents dans le droit, alors qu'ils ne sont pas encore présents dans l'hémisphère gauche. Et c'est le cas particulièrement du sillon temporal supérieur, qui donc diffère dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit. C'est une différence qui a été repérée par d'autres. Ici, par exemple, en imagerie fœtale, donc in utero, on peut faire l'imagerie du cerveau et montrer que, à la fois au niveau du planum temporale et au niveau du sillon temporal supérieur qui est en dessous, eh bien, il y a un plissement plus important dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver ensuite chez l'adulte sous forme d'une asymétrie particulière qui a été remarquée par François Leroy au laboratoire dans un papier important de PNAS. Ce qu'il montre, c'est qu'il y a dans cette région un endroit bien précis du sillon temporal supérieur, ici, une différence de profondeur qui fait que la région gauche est moins profonde que la région droite. Et c'est précisément, évidemment, une des régions clés pour les réponses au langage. C'est pour ça que ça nous intéresse. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette asymétrie est présente chez tous les êtres humains que François a pu tester. Que ce soit des adultes, des enfants ou des bébés, que ce soit des adultes droitiers ou gauchers, même s'il y a des pathologies, on retrouve cette asymétrie. Alors que chez les chimpanzés, il a eu accès à une grande collection de scans de chimpanzés, il n'y a pas de telle asymétrie, ou pratiquement pas. Donc il y a là quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine et qui est présent dès le plus jeune âge, dès le dernier trimestre de gestation, qui peut peut-être expliquer pourquoi ce lobe temporal va se spécialiser dans l'hémisphère gauche pour le traitement du langage. On ne comprend pas encore totalement à quoi est due cette asymétrie, qu'est-ce qu'elle reflète, mais une des possibilités, c'est que si la région gauche est moins profonde, c'est parce qu'il y a des faisceaux de fibres qui sont en dessous du cortex, qui en quelque sorte poussent sur le cortex, et que ces faisceaux de fibres, qui seraient donc plutôt verticaux dans cette hypothèse, seraient impliqués dans la connectivité à l'intérieur du lobe temporal et peut-être aussi avec le lobe frontal de l'hémisphère gauche. Donc cette hypothèse de connectivité est très intéressante. Elle va avec de nombreux résultats, notamment ceux de Jessica Dubois, toujours dans la même équipe au laboratoire, qui montre que lorsqu'on utilise l'IRM de diffusion, eh bien, le cerveau du jeune enfant montre déjà des faisceaux qui jouent un rôle dans le traitement des informations linguistiques. Là encore, j'y reviendrai la semaine prochaine, mais ici, le faisceau arqué qui joue un rôle tout à fait particulier dans la mise en connexion des régions temporales de l'hémisphère gauche avec le lobe frontal inférieur gauche, donc ce circuit frontotemporal qu'on a vu dans le dernier cours, et on sait que ces faisceaux de connexion présentent une maturation extrêmement rapide entre 2 et 20 semaines après la naissance, et que la maturation de ce faisceau, qui reflète certainement sa myélinisation progressive, corrèle avec la maturation des régions corticales correspondantes, donc de l'R44 et de la partie postérieure du lobe temporal médian. Vous voyez qu'ici, moyen plutôt, ici, et supérieur. Vous voyez qu'il y a une corrélation qui indique que tout ce système mature ensemble et très rapidement, vers 20 mois, atteint des valeurs qui suggèrent qu'il y a déjà un traitement fonctionnel qui est en place dans ce réseau. J'en profite pour dire qu'il faut toujours prendre ces images d'IRM de diffusion avec beaucoup de précaution, parce que vous savez que pour tracer ces faisceaux de fibres ici, il faut arriver à connecter par ordinateur des informations qui sont en fait mesurées en chaque point, qui sont comme un petit vecteur qui est mesuré en chaque point. C'est une reconstruction informatique, on ne voit pas directement ces faisceaux de fibres, mais on reconstruit la trajectoire d'un faisceau. Et le problème qui est rencontré, c'est s'il y a deux faisceaux qui se croisent, comme vous pouvez le voir ici, le faisceau arqué et le faisceau pyramidal. Et le problème est particulièrement difficile dans le cerveau de l'enfant, puisque l'un de ces faisceaux, par exemple le faisceau pyramidal ici, peut être myélinisé et structuré bien avant l'autre. On sait que les faisceaux du langage vont avoir une maturation qui est moins rapide. Eh bien, cette situation peut donner l'impression que le faisceau n'est pas présent, et qu'il s'arrête ici, et que le faisceau arqué n'est pas complètement mature. Et il y a des propositions dans la littérature que vous allez trouver qui suggèrent que cette maturation est extraordinairement tardive chez l'enfant, qu'elle a lieu vers 5 ou 7 ans ou 8 ans, ce qui a l'air incompatible avec les données comportementales que je vous ai montrées au début.
Nous pensons au laboratoire que beaucoup de ces inférences sont erronées et viennent du fait que l'algorithme de reconstruction de ces faisceaux ne prend pas bien en compte le croisement des fibres et que si on était capable de voir mieux ces fibres, et parfois chez certains enfants on le voit très très bien, eh bien en fait le faisceau arqué est très largement présent dès la naissance ou en tout cas dans les premiers mois de vie, et qu'il n'y a probablement pas un changement majeur d'organisation de ce faisceau. Peut-être les terminaisons sont légèrement différentes, mais il faut prendre en compte la difficulté donc, de reconstruction de ces faisceaux avant de surinterpréter et de dire qu'il y a un développement très tardif de ces systèmes du langage. Ce que nous voyons, nous, au laboratoire, c'est plutôt un développement extraordinairement précoce de ces systèmes et l'idée que le bébé naît avec des circuits qui sont déjà extrêmement organisés. Alors, cette organisation précoce, on peut la voir aussi par la neuropsychologie. Je vous avais parlé la semaine dernière de la neuropsychologie adulte, des patients avec des lésions cérébrales, mais il y a aussi une neurologie développementale, et je dois vous parler d'un article absolument extraordinaire, bouleversant, du travail de Nama Friedman, qui était venu l'an dernier nous parler de la dyslexie. Et cet article porte sur une situation tout à fait étonnante qui a eu lieu en Israël. En 2003, 20 nourrissons sont admis à l'hôpital, presque en même temps, dans un état neurologique extrêmement grave. 2 d'entre eux vont décéder, ils présentent des symptômes neurologiques majeurs, et au départ, on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Les médecins font une enquête et s'aperçoivent que tous ces enfants sont alimentés avec un lait de substitution à base de soja. Et l'étiquette sur le lait montre que la formule est normale. Mais une enquête et une analyse montrent qu'en fait, le lait n'est pas normal, qu'il a cessé d'être enrichi en thiamine, en vitamine B1. C'est une erreur du laboratoire qui produit ce lait. Et l'analyse des symptômes des enfants, les médecins font l'analogie avec l'encéphalite de Wernicke chez l'adulte et pensent que c'est effectivement une anomalie dans l'alimentation de ces enfants en thiamine, en vitamine B1, qui est responsable des symptômes. Très vite, les enfants sont supplémentés en vitamine B1 et lorsque cette supplémentation arrive suffisamment tôt, les enfants récupèrent et se développent apparemment normalement. Mais pendant quelques semaines, ils ont eu une alimentation anormale avec un défaut de vitamine B1. Alors, il faut savoir que la vitamine B1 n'est pas stockée dans l'organisme, ce qui fait qu'en quelques semaines, il y a très peu de stock, ce qui fait qu'en quelques semaines, si on n'est pas alimenté convenablement, eh bien, on peut souffrir d'une avitaminose. Eh bien, on dirait que l'acquisition du langage est normale chez ces enfants, en tout cas pas complètement anormale. Ils acquièrent une forme de langage, ils peuvent communiquer, mais Nama Friedman et ses collaborateurs vont retrouver ces enfants 5 à 7 ans plus tard, vont aller les tester systématiquement. Il faut savoir que c'est quand même une situation sanitaire dramatique dans la mesure où on estime qu'il y a eu entre 600 et 1000 enfants qui ont été exposés à ce lait. Nama va montrer qu'à 5 ou 6 ans, il présente un déficit syntaxique. Alors, je vous avais parlé des tests syntaxiques qui peuvent être utilisés chez l'enfant. Et c'est toujours la même idée, hein, de regarder la manière dont l'enfant utilise la syntaxe pour comprendre le sens d'une phrase. Si je vous demande par exemple ici « montre-moi la fille que la femme dessine », vous n'avez pas de mal à me montrer cette petite fille-ci et pas celle-là. Il veut dire que vous avez compris qui fait quoi, alors qu'il y a eu un mouvement ici qui a déplacé l'objet. La fille est l'objet du verbe, la femme dessine la fille, mais le déplacement rend la situation plus complexe, et notamment ici parce qu'il s'agit d'un déplacement de l'objet et pas du sujet. Eh bien, les tests systématiques chez ces enfants montrent qu'ils ont un déficit vraiment prononcé avec ces phrases, que ce soit en compréhension, avec des relatifs sujets, il n'y a pas tellement de problème, mais avec des relatifs objets, il y a un problème important, en production, avec les relatifs sujets et avec les relatifs objets, et même en répétition. Vous voyez que ça, c'est très intéressant. Le simple fait de répéter une phrase est un test de la manière dont on l'a codée de façon interne. Et pour répéter une phrase convenablement, il vaut mieux l'avoir codée convenablement, surtout si c'est une phrase un petit peu longue comme ça. Vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de mots ici qui peut dépasser l'empan de mémoire normal. Répéter traduit la compression de l'information qui a eu lieu dans le système syntaxique, et ces enfants n'ont pas l'air d'avoir une construction syntaxique normale. Bon, il ne faudrait pas idéaliser ce déficit en pensant que c'est un agrammatisme pur. La très grande majorité des enfants présentent ce déficit syntaxique. Mais ils présentent aussi, pour un certain nombre d'entre eux, un bon nombre d'entre eux, la majorité également,
des déficits de dénomination d'images. Vous voyez que ce soit leur première réponse ou leur dénomination finale, ne sont pas tout à fait capables de trouver le nom correspondant à un objet. Alors on peut penser que chez certains d'entre eux, en tout cas c'est peut-être aussi une conséquence du déficit syntaxique. On ne sait pas quelle est la relation entre ces deux déficits. Il y a peut-être une anomalie qui s'est répandue dans des réseaux assez vastes, mais il y a peut-être aussi le fait que si on ne dispose pas d'une syntaxe normale rapidement, on a plus de mal à apprendre ce qui est un nom, ce qui est un verbe et comment les mots fonctionnent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces enfants n'ont pas une anomalie majeure de l'intelligence et n'ont pas de déficit, même dans des tests qui sont assez subtils, dès qu'ils impliquent la sémantique des objets. Par exemple, ici, quelles images vont ensemble? Vous voyez, quelle image va avec l'image d'en haut? Je pense que vous n'aurez pas de mal à dire que c'est le mouton et pas le lion. Eh bien, ce test que vous venez de passer suggère que vous avez un réseau sémantique qui est capable de faire des analogies entre les objets. Ce test est strictement normal chez les enfants en question. Donc, quelque part, il y a une forme de modularité des déficits. Et ce que montre ce travail remarquable, c'est que quelques semaines d'anomalies dans la première année de vie peuvent suffire à se traduire en un déficit qui va ensuite affecter les enfants quelques années plus tard. Alors, c'est clair que les toutes premières années de la vie constituent donc une période critique pour l'acquisition de la phonologie, ça on l'a vu depuis longtemps, mais aussi de la syntaxe. Et il y a une convergence très nette avec de nombreuses autres études. Alors, il faut mentionner évidemment le cas des enfants sauvages, même s'il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a une étude notamment qui a été menée chez un enfant qui s'appelle Ginny. C'est un enfant qui a été maltraité, qui a été essentiellement placardisé pendant vraiment de très nombreuses années de sa jeunesse et qui présente des déficits permanents, alors qu'elle est maintenant adulte, elle présente des déficits permanents de traitement du langage. Donc, le fait de manquer dans la petite enfance d'entrée linguistique, évidemment, a un rôle délétère. Mais dans ce cas, évidemment, c'est sur des anomalies massives de l'environnement. Peut-être plus intéressant, qu'est-ce qui se passe chez les enfants sourds? Nama Friedman a mené des études, je vous donne 2 articles ici, d'études très intéressantes des enfants sourds qui sont appareillés à des âges différents. Vous savez que maintenant, de plus en plus, on va pouvoir appareiller ces enfants et leur redonner une forme d'audition qui devient de mieux en mieux avec les technologies contemporaines. Eh bien, ce que Nama a étudié, c'est son fameux test de compréhension syntaxique chez des enfants qui ont été appareillés à différents âges. Et ce qu'elle montre, c'est que la performance dans ces tests syntaxiques corrèle avec l'âge auquel a eu lieu la pose de l'implant cochléaire. Seuls les enfants implantés avant l'âge de 1 an ont des performances normales. Il faut les implanter extrêmement tôt, si on veut les implanter, mais à ce moment-là, il faut les implanter extrêmement tôt pour que la syntaxe de la langue maternelle se mette en place de façon normale. Ici, c'est un tableau qui résume différents travaux de Nama Friedman. Vous avez les enfants qui se développent normalement, les enfants normaux, les enfants qui ont un trouble de l'audition, mais qui ont été implantés avant l'âge d'1 an, pardon, excusez-moi, je me trompe. Ce sont ici, c'est un groupe d'enfants dont je ne vous ai pas encore parlé, qui ont développé une surdité après l'âge d'1 an. Vous voyez, qui n'ont pas de difficulté particulière. Les enfants qui ont un déficit auditif d'une seule oreille, pas de difficulté particulière. Les enfants qui ont développé, qui avaient une surdité précoce, mais qui ont été appareillés avant 1 an, ils peuvent avoir un petit déficit, mais pas trop dramatique. Ceux qui ont été appareillés après 1 an, ont un déficit très important et en fait comparable aux enfants avec déficience en vitamine B1 dont je vous ai parlé auparavant. Donc la capacité de traitement syntaxique pour des phrases relatives objets qui sont relativement complexes dépend d'événements qui se sont passés dans la première année de vie. Alors tout ceci doit être nuancé et il faut distinguer la période d'apprentissage, d'exposition, qui est absolument critique, donc dans la première année de vie, mais aussi la réversibilité des phénomènes. Ce qu'on sait, c'est que le système du langage est quand même plastique jusqu'à la puberté au moins, et on peut encore, bien sûr, après apprendre encore d'autres langues. Il faut avoir été exposé à une langue maternelle dans la première année de vie. Ça, c'est fondamental. Ensuite, le système va rester malléable pendant un certain temps. Et on a plusieurs exemples de cette malléabilité qui n'est pas encore parfaitement comprise. Un premier exemple qui est intéressant, c'est celui des hémisphérotomies, c'est-à-dire des enfants chez qui, pour des raisons neurologiques évidemment majeures, on va enlever un hémisphère au cours de l'enfance.
Il y a plusieurs exemples qui sont très intéressants. Un premier cas qui a été publié par Varga Kadem, une maladie de Sturge-Weber, donc probablement une épilepsie dès la naissance dans un hémisphère, l'hémisphère gauche, et l'enfant développe un langage normal après l'âge de 9 ans, une fois qu'on lui fait cette hémisphérotomie, qu'on lui enlève cet hémisphère gauche qui a une activité épileptique. Donc on peut acquérir une langue tardivement, mais évidemment cet enfant était exposé au langage précocement et on peut penser que son hémisphère droit était déjà en train de compiler les structures du langage. Deuxième exemple, peut-être encore plus intéressant, un cas présenté par Lucie Hertz-Panier, ici donc en France, un enfant qui a été opéré d'une encéphalite de Rasmussen, qui est une maladie qui se développe en l'occurrence vers 5-6 ans. Et donc cet enfant avait un départ normal, un langage qui était dans l'hémisphère gauche, on pouvait le montrer avec l'imagerie cérébrale, mais les chirurgiens ont été obligés d'enlever cet hémisphère gauche. L'enfant a eu une aphasie totale, et puis il a récupéré. Et il a récupéré des structures linguistiques relativement complexes avec son hémisphère droit. Donc il y a clairement une plasticité qui n'est pas encore complètement comprise. Il y a une asymétrie précoce, mais l'hémisphère droit dans l'espèce humaine est aussi, dans une certaine mesure, capable d'enregistrer et d'apprendre des structures linguistiques dans la mesure où il y a eu exposition précoce. Autre exemple, le cas des enfants adoptés que nous avons étudié au laboratoire, c'est Christophe Pallier qui a mené une étude très importante sur des enfants adoptés en perdant complètement leur langue maternelle. Vous voyez, des enfants qui venaient de Corée, je crois, si je me souviens bien, et qui étaient adoptés en France. Et ils n'allaient plus jamais entendre du coréen dans leur famille d'adoption. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir si leur cerveau, une fois devenu jeune adulte, répondait à la langue française comme étant la langue maternelle ou répondait encore à la langue coréenne, qui avait été la langue qui avait été exposée initialement dans les premières années de vie. Et nous avons observé, dans les limites de ce que l'imagerie cérébrale peut montrer, que l'ensemble des aires du langage de ces jeunes adultes répondaient au français comme leur langue maternelle et ne répondaient pratiquement plus de façon différente au coréen qu'à d'autres langues asiatiques, comme le japonais, qu'ils ne connaissaient pas, par exemple. Donc, vous voyez que nous avions conclu à l'époque qu'il y avait une sorte de réversibilité. C'était certainement très important que ces enfants soient exposés initialement à une langue maternelle, mais les paramètres de cette langue maternelle pouvaient encore ensuite changer. On a l'impression qu'il y a une période critique où c'est l'exposition qui compte, et ensuite l'ajustement des paramètres particuliers, du lexique et de la syntaxe d'une langue donnée, va encore pouvoir se modifier pendant les années qui suivent. Mais le point clé, c'est avoir une langue maternelle dans les premières années de vie. Je voudrais terminer en vous parlant d'une situation particulière qui est extrêmement intéressante, c'est celle de la langue des signes. On dit que les enfants sourds peuvent évidemment être appareillés et récupérer une forme d'audition, en tout cas certains d'entre eux, mais ils ont aussi la capacité d'apprendre à parler avec des gestes de la main, ce qu'on appelle la langue des signes, et c'est une question extrêmement intéressante de savoir si les réseaux du langage dont je vous parle sont particuliers à la parole ou peuvent intervenir également dans l'apprentissage d'une langue avec une modalité complètement différente, une langue visuelle qui fait appel à des signes. Et il y a de nombreuses études sur ce sujet. Il y en a une récente parue l'an dernier de Daphné Bavelier et collaborateurs avec Elissa Newport, où ils ont étudié les mêmes stimuli, qui sont des stimuli d'American Sign Language, dans deux populations. Soit des adultes sourds, qui sont des locuteurs natifs de l'American Sign Language, c'est-à-dire dont les parents leur ont parlé avec la langue des signes bien structurée dès le départ, ou bien des adultes entendants qui ne parlent pas la langue des signes. Ils leur ont présenté des vidéos avec les mouvements d'un objet qui sont décrits par la langue des signes, avec une petite phrase, donc en langue des signes, ou bien exactement la même situation qui est décrite avec des gestes usuels que vous pourriez faire, vous et moi, sans parler la langue des signes. Et toutes ces situations sont comparées à ce qui se passe lorsqu'on présente à ces sujets les mêmes vidéos à l'envers, donc en perdant leur sens, parce que les actions sont menées dans le sens inverse. Eh bien, les résultats sont extrêmement clairs. Les sujets qui parlent la langue des signes avec donc cette langue qui est leur langue maternelle, ce sont les régions qu'on voit en rouge ici, ces sujets, lorsqu'on leur montre leur langue maternelle, eh bien, vont activer l'ensemble des aires du langage de l'hémisphère gauche. Ici, on voit très très bien les régions temporales s'activer, la région de Broca, ici, la partie triangulaire et une petite partie de la partie operculaire s'activer, cette fois-ci avec une langue qui n'est plus donc une langue parlée, mais qui est une langue gestuelle. Et le même stimulus
American Sign Language ici, comparé aux vidéos à l'envers, ne va pas activer ces régions chez des personnes qui ne parlent pas la langue des signes. Vous voyez, c'est les activations qui sont en vert ici. Ce sont des personnes qui ne parlent pas la langue des signes. Vous voyez que les activations ici sont beaucoup moindres. Elles n'envahissent pas toutes ces régions de l'hémisphère gauche des aires du langage. On observe une petite activation de ces réseaux, même lorsque une personne qui parle la langue des signes voit des gestes spontanés qui ne forment pas une langue. Mais si on compare ces stimuli, donc maintenant on compare les activations évoquées par la langue des signes à celles évoquées par des gestes non linguistiques, eh bien vous voyez qu'il y a une activation beaucoup plus intense précisément de ce réseau du langage dont je vous parle depuis le départ. Vous voyez qu'on est exactement dans cet ensemble de deux régions ici, la partie de Broca, région frontale inférieure gauche, et la région du sillon temporal supérieur postérieur de l'hémisphère gauche. Et c'est une activation qui est propre aux personnes qui ont appris la langue des signes. En fait, si on regarde ce qui se passe dans une comparaison des deux groupes, on voit que chez les personnes qui n'ont pas appris la langue des signes, lorsqu'elles voient des gestes, d'abord elles ont plutôt plus d'activation pour les gestes non linguistiques qu'elles comprennent que pour les gestes linguistiques qu'elles ne comprennent pas. Et ces gestes non linguistiques activent une région de l'hémisphère droit, donc en dehors des aires du langage traditionnel, et une région temporale dont nous pensons qu'elle a un rôle dans la compréhension du mouvement biologique. Autrement dit, vous et moi qui n'avons pas appris la langue des signes, nous traitons ces signes comme des gestes biologiques, des mouvements biologiques qui peuvent avoir un sens, mais nous ne les traitons pas comme du langage. Seules les personnes qui ont appris la langue des signes comme leur langue maternelle traitent ces stimuli à l'intérieur des aires traditionnelles du langage, comme si c'était une langue parlée. Et un autre travail le confirme complètement. Ici, au lieu d'avoir deux groupes complètement disjoints, soit de locuteurs natifs, soit de personnes qui ne parlent pas la langue des signes, ici, dans ce travail, les auteurs scannent des personnes qui ont appris la langue des signes à des âges différents. Donc c'est l'âge d'acquisition que vous voyez ici en abscisse, et vous voyez qu'il y a une grande variabilité en années dans l'âge d'acquisition de la langue des signes. Eh bien, ce que ce travail montre, par le biais d'une analyse en région d'intérêt, c'est que l'activation dans toutes ces régions ici, plutôt linguistiques, décroît en fonction de l'âge d'acquisition, et qu'inversement, l'activation dans ces régions en rouge, ici postérieure, liée à la perception du mouvement, augmente avec l'âge d'acquisition du langage. Donc c'est tout à fait compatible avec le travail précédent. Ça suggère qu'il faut vraiment une exposition très précoce, pratiquement maternelle, en tout cas dans les premières années de vie, pour que cette langue devienne une langue maternelle qui fasse appel aux circuits normaux du langage. Si l'enfant est exposé à la langue des signes tardivement, on ne voit pas les mêmes réseaux se mettre en place. Je termine en revenant sur cette notion d'instinct du langage et cette idée donc que nous avons un système qui est particulièrement accordé à apprendre les règles de la langue, à apprendre les règles linguistiques, qu'il y a peut-être des paramètres binaires qui doivent se mettre en place pour stabiliser la compréhension d'une langue et la production d'une langue. Eh bien, on peut se demander si c'est toujours le cas chez l'adulte. On a vu que l'enfant, s'il est exposé à une langue, va absorber cette langue dans des réseaux bien particuliers, mais est-ce que c'est toujours le cas chez l'adulte, lorsqu'on apprend une deuxième langue? Est-ce que lorsque j'apprends une deuxième langue, je vais repérer des structures qui sont à proprement parler des structures linguistiques, et est-ce que je vais le faire avec des régions qui sont grosso modo celles de la langue maternelle? Eh bien, cette question a été étudiée par le linguiste Andrea Moro, et dans un article très important de Nature Neuroscience en 2003, il montre que la région de Broca joue un rôle particulier dans l'apprentissage des règles de ce qu'on pourrait appeler la grammaire universelle, pour prendre le terme de Chomsky. Son idée est extrêmement simple, c'est qu'on va scanner des sujets alors qu'ils sont en train d'apprendre. Donc on va leur faire apprendre quelque chose dans l'intervalle d'une heure pendant qu'ils sont dans le scanner, et soit on va leur faire apprendre des règles qui respectent la syntaxe des langues naturelles, ce qu'on appelle la grammaire universelle, soit on va leur faire apprendre des pseudo-règles qui ne respectent pas cette structure universelle des langues. Donc, je vous montre tout de suite un exemple. Alors, les sujets en question sont des sujets allemands, donc leur langue maternelle est l'allemand, et on leur fait apprendre de l'italien, ou ce qu'on leur décrit comme de l'italien. Donc on va leur faire apprendre un certain nombre de règles qui sont effectivement authentiques en italien. Par exemple, la règle du sujet nul dont je vous ai parlé, on peut avoir des phrases qui n'ont pas de sujet, comme mangio la pera, eat the pear, manger la poire. On peut dire mange la poire.
en italien, alors qu'en français, on est obligé de dire « il mange » ou « je mange la poire ». La construction du passif, la construction subordonnée, finalement. Vous voyez que dans tous ces cas, ce qui est appris ici, c'est une règle authentique de formation. Est-ce que ce serait possible de ne plus avoir de musique toutes les 2 secondes? C'est vraiment très gênant. Merci. Donc ici, 3 règles syntaxiques sont apprises et ce sont des règles authentiques de l'italien. Mais sans le dire au sujet, on va également lui apprendre 3 autres règles qui ne sont pas des règles de l'italien normal. On va lui apprendre par exemple quelque chose qui est tout à fait anormal du point de vue de la syntaxe de la grammaire universelle, c'est la construction d'une négation en mettant un mot négatif, no, toujours après le 3e mot de la phrase. Donc pour faire une phrase négative à partir de Paolo mangia la pera, on va faire Paolo mangia la no pera. Ouais. C'est vraiment pas possible de faire ça dans une langue naturelle. Les langues naturelles ne comptent pas les mots. C'est un des points intéressants de Chomsky. Il n'y a aucune règle qui dépend du nombre de mots. Les règles dépendent de la structure arborescente. Autre exemple, on va construire une interrogative et la règle qui est donnée au sujet ici, c'est on va inverser tous les mots. Donc l'ordre devient dans l'ordre inverse. On va dire pera la mangia Paolo. Poire la mange Paolo. Bon, ce n'est pas possible de faire une phrase comme ça dans aucune langue du monde, ça viole les règles de la grammaire universelle, etc. Donc on fait ça avec un premier groupe de sujets qui apprend l'italien et le pseudo-italien, on fait ça avec un deuxième groupe de sujets qui apprend le japonais et le pseudo-japonais avec le même genre de règles, donc il y a une réplication à l'intérieur de ce travail ici. Et dans les 2 cas, on demande au sujet de juger la grammaticalité des phrases, la pseudo-grammaticalité des phrases qu'ils apprennent. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, au niveau du comportement, les sujets apprennent. Ils sont capables d'apprendre des règles arbitraires, ils sont capables d'apprendre à compter les mots, de mettre le mot no au bon endroit, d'inverser les mots, etc. Mais au niveau cérébral, ce n'est pas le même circuit qui travaille. Et les résultats sont fragmentaires dans l'article de Musso et Moreau, mais il y a un résultat qui est extrêmement clair, c'est que la région de Broca, j'espère que vous voyez le petit point rouge ici qui indique où se trouve cette région, chez tous les sujets, augmente d'activité à mesure que le sujet apprend les règles grammaticales authentiques et diminue d'activité à mesure que le sujet apprend des règles de pseudo-grammaire, des règles qui ne sont pas réalistes en quelque sorte. Donc on voit ici les points noirs qui correspondent à l'augmentation de l'activation pour la grammaire réelle et authentique et les points blancs qui correspondent à la diminution d'activité pour la grammaire qui n'est pas authentique. Et ceci chez chacun des sujets observés. C'est un résultat qui est vraiment tout à fait spectaculaire et étonnant. Ça veut dire que même chez l'adulte, une fois qu'on a mis en place une première langue, eh bien, les structures en question vont pouvoir être utilisées également pour apprendre une deuxième langue, au moins en partie. Et on va faire appel au même circuit impliquant la région de Broca lorsque les règles respectent la structure arborescente du langage. Mais si on viole la structure arborescente du langage, c'est d'autres régions qui vont être impliquées, qui malheureusement ne sont pas précisées dans ce travail ici. Alors cette conclusion coïncide avec un message que je vous avais fait passer lors du cours de l'an dernier, qui est qu'on observe une dissociation assez nette entre différentes formes d'apprentissage. Et par exemple, l'apprentissage des structures mathématiques ne fait pas appel aux mêmes régions que l'apprentissage des structures linguistiques. Dans un travail qui est encore en cours de publication avec Maria Malry, que je vous avais présenté l'an dernier, on fait écouter à des sujets des propositions mathématiques qui demandent de faire une manipulation d'objets mathématiques, par exemple celle-ci. Toute matrice carrée est équivalente à une matrice de permutation. Bien, vous avez immédiatement repéré que c'est faux, évidemment. C'est ça la tâche du sujet, c'est de déterminer si c'est faux ou si c'est juste ou si c'est absurde, parce qu'on peut aussi présenter des phrases qui n'ont pas de signification, qui ont l'air d'être bien structurées, mais qui n'ont pas de signification mathématique. On demande au sujet de juger en 4 secondes, de réfléchir et de juger si c'est vrai, faux ou absurde. Et on fait la même chose avec des phrases qui ne portent pas sur les mathématiques. Et ce que nous avons observé, c'est que le jugement mathématique fait appel aux régions en bleu ici, qui sont systématiquement activées par tous les domaines des mathématiques, analyse, algèbre, topologie ou géométrie, mais qui ne sont pas activées lorsqu'on présente des phrases de la langue naturelle qui ne portent pas sur des mathématiques. Donc lorsque vous faites un jugement, l'un des exemples, c'est dans la Grèce antique, un citoyen qui ne pouvait pas payer ses dettes était fait et devenait un esclave. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je crois que c'est plutôt vrai. Bon, alors, je vous laisse en juger. En tout cas, la réponse de ces aires est totalement sélective des phrases mathématiques et ne répond pas, ces aires ne répondent pas
à des phrases comme celles que je viens de vous énoncer. Lorsque vous réfléchissez aux mathématiques, vous utilisez un réseau qui est complètement différent des aires du langage. Et on le voit très bien ici, lorsqu'on met en valeur les aires en rouge qui sont impliquées simplement dans l'audition de la phrase. Évidemment, elle s'active au départ. Dans les deux cas, on commence avec une phrase, mais elle cesse de s'activer lorsqu'on fait des mathématiques, et c'est le réseau en jaune qui va s'activer. Il y a donc une sorte de modularité ou de spécificité de ce réseau en rouge pour le traitement linguistique et les apprentissages linguistiques, comme le montraient Mousseau et Moreau, mais pas pour les traitements mathématiques. Et ceci est répliqué dans de nombreuses études. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus en détail dans le cours de l'an prochain, où j'essaierai de parler de la spécificité de ces opérations, et on descendra au niveau des opérations très fines qui sont menées dans ces régions. Mais je vous donne simplement quelques exemples. D'abord, on peut très bien être agrammatique, comme je vous l'avais montré dans le cours de la semaine dernière, avoir un agrammatisme extrêmement sévère et être encore capable de faire de l'algèbre. C'est assez stupéfiant quand on y pense, mais ça veut dire qu'une personne qui a eu une formation mathématique peut être encore capable de développer a plus b au cube égale a au cube plus 3ab2 plus 3a2b plus b au cube, sans pour autant être capable de faire la même chose avec des phrases dans le domaine linguistique, en étant très agrammatique. Autre exemple qui est assez magnifique, le travail de Monti et Parson et Oscherson, on vous fait écouter des phrases de ce genre-là, ce n'est pas vraiment des phrases, il y a des variables. Vous entendez littéralement y a donné x à z. Excusez-moi, visiblement c'est inversé ici, donc ça c'est la condition de langage. Y a donné x à z, c'était x que y a donné à z. Vous voyez qu'ici vous devez faire une manipulation mentale de ces objets qui a à voir avec la manipulation de ces arbres pour vous rendre compte que c'est la même chose qui a été dite deux fois. Si vous entendez maintenant dans la condition de mathématiques y est plus grand que z divisé par x fois y est plus grand que z, est-ce que j'ai dit deux fois la même chose? Pour le juger, vous devez réfléchir, je vois certains qui grimacent, mais vous devez réfléchir dans le domaine des mathématiques. Vous devez manipuler une sorte d'équation mentale et vous voyez que c'est effectivement la même chose deux fois. Bien. Eh bien, lorsqu'on scanne des gens qui résolvent ce type de problème, on voit des réseaux complètement différents. Alors qu'introspectivement, on a l'impression de faire le même genre d'effort dans les deux cas. Il y a une dissociation, et une fois de plus, les régions du langage, qui vous sont maintenant très familières, sont activées dans la condition y a donné x à z, alors que des régions beaucoup plus dorsales, impliquées dans les mathématiques, s'activent pour la condition d'algèbre. Donc une double dissociation ici. On y reviendra. Je passe très vite sur ce dernier critère de modularité, parce que mon temps s'écoule, mais on peut montrer que ces régions syntaxiques font un traitement non conscient. Et donc, c'est une dernière preuve, si vous voulez, de l'extraordinaire automaticité, rapidité de ce circuit, dont on a vu aussi qu'il était précoce. On peut présenter des phrases à des personnes sous une forme visuelle, comme ici, mot par mot, dans lequel il y a une anomalie syntaxique. Ici, c'est We drank Lisa's by brandy. Il y a clairement un mot critique qui crée une anomalie syntaxique. Et on peut montrer que même si le sujet a été distrait par un son, eh bien, il va y avoir des réponses dans son cerveau, une négativité précoce à l'anomalie syntaxique qui va continuer d'exister dans son cerveau alors qu'il a été distrait et il n'est pas capable de rapporter consciemment à la fin de la phrase qu'il y avait une anomalie. Donc même des anomalies qui ne sont pas rapportables par le sujet, continuent d'évoquer un traitement syntaxique à l'intérieur de son cerveau, et on peut le montrer par l'imagerie cérébrale. Donc là encore, je pense que j'y reviendrai dans le cours de l'année prochaine, on peut consacrer une heure entière, je crois, à cette notion de traitement inconscient et essayer de voir exactement quelles sont les limites de ce traitement inconscient de la syntaxe. Mais pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, j'en viens donc à mes conclusions. Premièrement, donc, on peut dire que le noyau des aires du langage vérifie plusieurs critères de modularité. C'est le terme qu'a utilisé Fodor dans un livre qui est resté célèbre en 1983, The Modularity of Mind. D'abord, il y a effectivement pour le langage une architecture neurale fixe, reproductible d'un individu à l'autre. Deuxièmement, il y a un développement rapide propre à l'espèce humaine. Et c'est vraiment une sorte de language acquisition device que les humains possèdent. Nous verrons l'année prochaine, quand on fera des analyses comparatives avec d'autres espèces de primates, que c'est quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine, que cet apprentissage de structure arborescente. Je pense qu'on va en parler aussi très bientôt avec Tecumseh Fitch, qui est mon invité ce matin. Troisièmement, il y a une spécificité de ce réseau pour le domaine des opérations linguistiques et par exemple pas d'activation en réponse à des apprentissages numériques, pas de réponse à des opérations symboliques dans le domaine mathématique.
Quatrièmement, il y a un traitement qui est automatique, même en l'absence de conscience. Il y a une forme d'encapsulation ou d'inaccessibilité à la conscience. Il y a un traitement qui est fait sur des objets particuliers sans que nous en soyons nécessairement conscients. Alors, dans les prochains cours, nous verrons d'autres exemples de cette spécificité et de cette encapsulation, et nous verrons par exemple que le cœur de ce réseau continue de répondre à des phrases en Jabberwocky, à la structure de ces phrases en Jabberwocky, c'est-à-dire avec des mots qui n'existent pas, des mots inventés. Dans la mesure où il y a de la syntaxe, le réseau continue de faire exactement le même travail. Donc le réseau est modulaire, il n'utilise pas les informations sémantiques, mais il utilise spécifiquement des informations syntaxiques. Et puis, nous reviendrons sur cette notion d'une architecture biologique des aires du langage. Nous verrons plus en détail les connexions anatomiques et aussi les récepteurs spécifiques qui sous-tendent le fonctionnement de ces aires du langage. Et je vous remercie de votre attention.